On est en janvier 1976. Le Sahara occidental, c'est un véritable baril de poudre. L'Espagne vient de se retirer et le territoire est maintenant partagé entre le Maroc et la Mauritanie, ce qui ne plaît pas du tout à l'Algérie ni au Front Polisario. Et c'est là, au cœur de ce désert immense, qu'une petite oasis isolée, Amgala, va devenir le théâtre d'une confrontation directe qui va absolument tout changer. Toute la bataille qui va suivre, elle repose sur cette simple question. Qu'est-ce que des forces algériennes faisaient si loin à l'intérieur du Sahara occidental, dans cette oasis si stratégique? Eh bien, la réponse dépend complètement du camp qui la donne. Alors là, on a deux récits qui sont diamétralement opposés. Vraiment, le jour et la nuit. D'un côté, Alger nous dit « Non, c'est juste une mission humanitaire, on vient aider des réfugiés ». Et de l'autre, on a Rabat qui accuse. Pas du tout, c'est une base militaire agressive sur un territoire qui nous revient. L'une de ces deux versions, eh bien, elle est sur le point d'éclater au grand jour. Dans la nuit, sans lune, des colonnes des forces armées royales marocaines quittent leur base de Smara. Leur cible, Amkala. L'opération est menée dans le secret le plus absolu. Le but, c'est de garantir un effet de surprise maximal. La force d'assaut marocaine est conséquente. On parle de 2 bataillons, soit environ 1200 hommes, très bien équipés, motorisés, qui convergent tous vers l'oasis. En face, d'après les estimations marocaines, il y aurait 400 Algériens. Le rapport de force est donc clair, 3 contre 1. La tactique marocaine, c'est du grand classique militaire, mais exécuté à la perfection. Une petite force attaque de front pour fixer les défenseurs, pour les forcer à rester sur leur position. Et pendant ce temps, le gros des troupes, lui, fait un large mouvement de contournement pour attaquer par derrière. La surprise est totale. Mais malgré la surprise totale et leur infériorité numérique, les soldats algériens opposent une résistance féroce. La bataille va durer 36 longues heures. 36 heures de combat non-stop, ce qui prouve bien une chose, les défenseurs sont bien retranchés et ils ont de l'armement de qualité. Et puis, au cours de la journée, un événement complètement inattendu se produit. Un avion de chasse F-5 de l'armée de l'air marocaine, qui était en mission d'appui au sol, est soudainement touché et il s'écrase. Pour le commandement marocain, c'est un véritable choc. Cette perte, elle soulève une question cruciale. Un F-5, c'est un appareil agile performant. Le simple fait qu'il ait pu être abattu, ça veut dire que les forces présentes à Amgala ont bien plus que de simples fusils. Ce n'est clairement pas une simple escorte. Et voilà la réponse. L'arme du crime, si on peut dire, c'est un système de missiles solaires soviétique, un SA-6. Pour l'époque, c'est une arme de pointe, hyper sophistiquée, qui ne peut être utilisée que par des soldats d'une armée régulière, avec une formation très poussée. Pour le Maroc, c'est la preuve irréfutable. En face, ce ne sont pas des guérillos, c'est bien l'armée algérienne qui se trouve à Amgala. Le 29 janvier, les forces algériennes qui restent finissent par se replier. Le Maroc contrôle l'oasis. Mais à peine la confrontation militaire terminée, une autre bataille commence, tout aussi importante, celle de la communication, de la perception, de la propagande. Et c'est là que la vérité devient une arme, littéralement. Regardons les chiffres. Le Maroc, lui, annonce des pertes quasi nulles, 2 tués et 200 morts côté algérien. Mais en face, c'est une toute autre histoire. L'Algérie et le Polisario, eux, revendiquent entre 400 et 440 soldats marocains tués. L'écart est juste ahurissant. On n'est plus du tout dans un bilan militaire là, on est en pleine guerre de propagande. Face à cette guerre des chiffres, le Maroc va jouer une carte maîtresse. Plutôt que de simplement parler, il va décider de montrer. Il va organiser une opération de communication d'une efficacité redoutable. Des dizaines de journalistes de la presse internationale sont amenés par avion directement sur le site de la bataille. Et là, sur place, on leur montre tout. Les preuves, des prisonniers en uniforme algérien, des caisses de munitions avec les marquages de l'armée algérienne et surtout les fameux lance-missiles SA-6. Le résultat ne se fait pas attendre. Les images des prisonniers et du matériel capturé, elles font le tour du monde. Pour la communauté internationale, il n'y a plus de doute possible. La version marocaine des événements est validée par des preuves matérielles, là, sous les yeux de tous. Et voici la confirmation finale, celle qui vient d'un tiers neutre, crédible. Dans son rapport annuel de 1976, le Comité international de la Croix-Rouge confirme avoir visité 99 prisonniers de guerre algériens capturés durant ces événements. C'est la fin du mystère. Il s'agissait bien de l'armée régulière algérienne. Bon, maintenant que le mystère est résolu, essayons de comprendre comment cette victoire a été possible. Plusieurs facteurs clés expliquent le succès militaire du Maroc à Amgala. En fait, 4 éléments se détachent vraiment. D'abord, l'effet de surprise qui a été total, combiné à une supériorité numérique écrasante de 3 contre 1. Ensuite, une logistique qui a bien suivi, avec des lignes de ravitaillement très courtes depuis la base marocaine. Et enfin, l'application d'une tactique militaire conventionnelle qui s'est avérée redoutable face à un ennemi totalement pris au dépourvu.
Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la première bataille d'Omgala est une victoire totale pour le Maroc, et ce, sur 2 fronts. D'un point de vue militaire, l'objectif est atteint. Et sur le plan médiatique, l'Algérie est prise la main dans le sac, ce qui renforce considérablement la position marocaine. Amgala I, c'est donc un succès indéniable. Mais en laissant une garnison sur place, dans cette oasis isolée au milieu de nulle part, le Maroc, sans le savoir, vient de créer les conditions de sa propre future défaite. Une vengeance se prépare déjà dans l'ombre, et elle sera terrible. Mais ça, c'est toute l'histoire d'Amgala II.